Mesdames, Messieurs, bonsoir. Menu très diversifié ce soir. Régime fiscal pour nos commerçants et combat pour le climat. La contribution professionnelle unique, la CPU, divise la profession des commerçants. Le nouveau régime fiscal ne plaît pas à tout le monde. Du coup, plusieurs dizaines d'associations régionales ont adressé le 23 mars dernier un courrier au gouvernement, à la Direction générale des impôts et au président des deux chambres du Parlement. Pourtant, les syndicats les plus représentatifs tiennent, eux, à cette CPU. Alors, comment comptent-ils défendre ce régime fiscal auprès de leurs pairs? Élément de réponse ce soir en compagnie d'un représentant du syndicat des commerçants et professionnels qui fait partie aussi de la commission des négociations avec les instances gouvernementales. Et en seconde partie et sans transition, action contre le changement climatique et protection de l'environnement avec un I activiste, I pour écologie bien sûr, et aussi pour réseaux sociaux. Saad Habib sera l'invité de Questions Éco. Il sera question avec lui du combat pour le climat post-COP22 ou encore de gestion locale. Bienvenue à toutes et à tous. Ce 31 mars devait a priori être l'échéance pour que les commerçants déposent leur déclaration fiscale au titre de la contribution professionnelle unique, CPU, mais plusieurs associations de commerçants, je viens de le dire, ont demandé un délai. Ils ont également exprimé le rejet de ce nouveau régime fiscal. Les explications avec Alam Nani. Elle fait partie des grandes mesures de la loi de finances 2021. La contribution professionnelle unique fait polémique. Remplaçant le régime actuel dit forfaitaire, ce nouveau régime fiscal a pour ambition de regrouper l'impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et la taxe des services communaux. Du coup, le commerçant ne paiera qu'un seul impôt, la CPU, au lieu d'en payer trois séparément. L'intérêt pour le commerçant est d'ailleurs double: profiter de la couverture sociale moyennant un droit complémentaire et bénéficier des avantages et programmes de soutien étatique au profit des entreprises structurées. Cela dit, plusieurs voix s'élèvent contre ce nouveau régime fiscal et demandent à ce qu'il soit facultatif. La raison de ce rejet: le nouvel impôt à payer risque de connaître des hausses astronomiques, selon les termes d'un communiqué de 64 associations de commerçants adressé mardi dernier au chef du gouvernement, à la Direction générale des impôts, la DGI, et au président des deux chambres du Parlement. Autre raison, selon les commerçants, la CPU permettrait aux contribuables ayant d'importants revenus de bénéficier de réductions d'impôts et sanctionner les petits contribuables d'un impôt élevé. Pour leur part, les syndicats les plus représentatifs soutiennent la CPU et défendent sa mise en application. En tout cas, les pourparlers se poursuivent pour départager ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la CPU. Il est à noter que l'ancien régime dit forfaitaire avait enregistré en 2019 pas moins de 720 000 inscrits, selon les chiffres officiels de la DGI. Et pour représenter justement le syndicat national des commerçants et professionnels, j'ai le plaisir d'accueillir à présent via Skype Mohamed Chahid. Il est également membre de la commission des négociations avec les instances gouvernementales. Bonsoir Mohamed Chahid, bienvenue parmi nous. Bonsoir la Khadija, bonsoir mesdames, messieurs les téléspectateurs de Med1 TV. Donc, Et merci pour l'invitation. mais merci à vous de l'accepter. Peut-être on va commencer bien sûr par une réaction. Bien sûr, il y a eu une réaction officielle du syndicat par rapport aux doléances. Mais alors, rappelez-nous justement quels ont été les arguments du syndicat par rapport à ces doléances adressées, rappelons-le, au chef du gouvernement, à la DGI et aux deux chambres, au président des deux chambres. Comment avez-vous réagi? Comment réagissez-vous aujourd'hui, Mohamed Chahid? Si vous le permettez, la Khadija, je vais revenir un petit peu en arrière. Ces associations-là, je reviens vers le forum de commerce de Marrakech en 2019, dont il y avait 1600 participants et à part les trois syndicats les plus représentatifs, dans le cadre de la coordination, le SNCP, l'UGP et l'espace marocain, il y avait 350 associations qui étaient présentes à Marrakech, dont on est sorti avec 1500 recommandations, dont 280 concernant le volet fiscal et 105 concernant la couverture sociale et la couverture médicale. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est premièrement la couverture médicale qui va démarrer cette année, Inch'Allah, 2021. Mhm.
Donc, une réaction. Est-ce que vous pensez que les doléances qui ont été exprimées par ces 62 associations, souvent régionales, sont-elles justifiées à vos yeux? Euh, Premièrement, ces associations sont nos partenaires, c'est des commerçants quand même. Ils ont le droit de s'exprimer, mais peut-être ils ont pas bien compris le sujet et l'importance et l'impact de ce projet-là. Premièrement, c'est un projet royal de Sidna Lansro. C'est un projet qu'on doit tous mettre la main dans la main pour réussir. Et un petit chiffre que je vais vous donner comme il a été présenté dans votre reportage, près de 800 000 inscrits, mais les gens qui sont concernés qui vont payer quelque chose, on a un chiffre de 458 000 personnes. On a 271 000 qui sont exonérés de tout impôt. Mhm. 60% des exonérés ne paient rien. C'est 20% et 20%, c'est 458 000, ils paient moins 1000 dirhams par an d'impôts. Et 11%, ils payent entre 1000 à 2500 dirhams. Le reste, ils payent plus que 2500 dirhams. C'est un chiffre minime. Et pour vous rappeler, c'est-à-dire, nous, quand on travaillait dans ce dossier dans le cadre de la coordination, c'est un travail qui était très dur. Pendant 2 ans, on De a longue haleine, travaillé oui. dans ce dossier. Avec le ministère, enfin, Longue les haleine. négociations avec le Non, pas, ministère. Mais est-ce que, justement, avec, c'est par rapport non, à ces si chiffres vous que le vous avez permettez, pour vous avancés? donner un chiffre, Oui? non, je vous donne un chiffre plus important, de longue haleine. Pourquoi? Parce qu'au départ, au départ, au projet de loi, c'était 450 dirhams par mois. Mais on a négocié ce truc-là parce qu'il y a 450 dirhams, on a pensé au zoning. Parce que celui qui est à Tazari, ce n'est pas celui qui est à Casablanca, à Marif, ce n'est pas celui qui est à Lagdal, à Rabat. On a pensé revenir et mettre cette participation sur la base de la patente, ou sur la base de l'IGR que paye la personne. C'est-à-dire, celui qui paie 500 dirhams par an, il ne paiera que 100 dirhams de mutuelle par mois. Entre 500 et 1000 dirhams, il ne paiera que 130 dirhams. Entre 1000 et 2500, que 190 dirhams. Entre 2500 et 5000 dirhams, c'est 240 dirhams mois. C'est très peu parce qu'au début, la chose que ces associations qui n'ont pas pu encadrer leurs commerçants, c'est de leur expliquer l'avantage. Parce qu'ils entendent la CNSS, mais il a un panier. Dans ce panier, il a la couverture maladie pour lui, pour sa femme et pour ses enfants, dans un premier temps. Mais est-ce Dans que un ces deuxième temps, il associations, y je aura... me permets de vous interrompre, Mohamed Chahid, vous Oui, avez parlé madame. de ces associations. Est-ce que ces associations représentent justement cette catégorie-là? Quelle catégorie finalement de commerçants représentent ces associations en, bien sûr, majorité, hein, ces 64 associations qui se sont exprimées contre ce régime CPE? Je vais vous, euh, je vais vous répondre en 2 points. Les associations, d'abord, il faut voir leur zone d'activité et le quartier qu'ils représentent. Par exemple, moi, j'ai vu dans cette fameuse liste, j'ai vu des associations, par exemple, qui sont dans une petite galerie, une Kessaria, où il y a 60 boutiques, il y a 5 associations. C'est impossible. Mhm. Dans une petite galerie, 60 petits commerces avec 5 associations. Nous, au niveau de la coordination, on est représenté dans 56 provinces, dans tout le royaume. On encadre nos commerçants. Mais malgré tout ça, ces associations, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nos partenaires. On est en train de les encadrer, on est en train de leur expliquer l'avantage de cette opération-là. Très bien. Donc, Mohamed Chahid, une réunion a été organisée vendredi 26 mars, donc entre la Oui, coordination que vous représentez aujourd'hui, la Direction générale des oui, impôts et la Direction du commerce intérieur, donc qui dépend du ministère du Commerce, justement pour discuter oui. de ce courrier et aussi de la démarche à suivre. Quelle serait cette démarche? C'est-à-dire, pour vous expliquer un petit peu, il y a eu un retard technique parce que c'est en janvier. Normalement, en janvier, on devrait commencer notre campagne au niveau du royaume. Mais ce problème de pandémie nous a empêchés d'aller vers le contribuable.
et faire une caravane pour expliquer aux commerçants quel est l'avantage de cette CPU. Et maintenant, mais même maintenant, on continue à expliquer aux gens et à aller, et ce qu'on va faire dans le très proche avenir. Donc, c'est pour convaincre. Mais si vous n'arrivez pas à convaincre, bien sûr, c'est l'un des rôles aussi, n'est-ce pas, du syndicat, parce que vous avez parlé de problèmes de communication, que beaucoup de commerçants n'ont pas compris d'abord comment cela marchait et aussi les avantages. Donc, ça fait partie aussi du rôle du syndicat. Mais si vous n'arrivez pas à convaincre, est-ce qu'on risque d'arriver à un point de blocage qui peut-être même bloquer ce projet de CPU ou conduire à des grèves, comme il a été mentionné dans les réclamations de ces associations de commerçants qui sont contre la CPU? La Khadija, le train est déjà sur les rails. Très bien. Et les chiffres que j'ai jusqu'à maintenant, de nombre d'inscrits, de nombre de déclarés, ils sont très, très satisfaisants. Donc il n'y aurait pas un nouveau round de négociations avec l'exécutif? Je ne pense pas, mais s'il y aura un round, peut-être qu'on va essayer de voir avec les gens qui n'ont pas été inscrits pour faire leur déclaration et sans majoration. Parce que nous, comme je vous ai dit au début, c'est un projet royal, il faut qu'on mette la main dans la main pour faire réussir ce projet. Très bien. Et ça serait notre doléance à l'administration concernée pour continuer et faire bénéficier les gens qui n'ont pas déclaré quand ils auront compris à déclarer leurs chiffres et bénéficier de cette mutuelle. Et sans majoration. Sans majoration, donc peut-être que vous allez aussi demander, comme ils ont réclamé dans leur courrier, qu'il y ait un délai supplémentaire pour déposer leur déclaration. Sans être... C'est ce qui a été fait hier et on a envoyé un courrier dans ce sens. À la DG. Parce que notre souci majeur, oui, à la DG, à toutes les instances qui sont concernées par ce projet-là, et notre souci majeur, c'est que tout le monde ait une couverture médicale. Et il n'y a pas, justement, puisque vous dites tout le monde, on va terminer sur cette question, il n'y a pas, comme parfois on peut le comprendre par ces doléances, qu'il y a cet aspect de deux poids, deux mesures, que bien sûr ceux qui ont des rentrées d'argent supérieures sont exonérés et ceux qui ont un revenu moindre ne le sont pas. Donc il n'y a pas ces deux poids, deux mesures selon vous? Ça, vous avez posé une question très, très, très... Parce que dans ces forfaitaires, parce que moi je voulais pas parler de ce sujet, ces associations, moi je ne vais pas citer les personnes, mais il y a des faux forfaitaires. Il y a des faux forfaitaires qui paient moins et qui doivent payer parce que quand même l'État a besoin d'argent. Aucun État ne peut marcher sans impôt. Il y a des gens qui se cachent derrière ces forfaitaires. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le chiffre, on a ce nombre-là de 800 000, il n'y a que 458 000 personnes qui paient. Très bien. Je vous l'ai expliqué. Mais s'il y a 60 associations qui signent, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai eu l'occasion de vérifier cette liste-là, c'est 62 tampons, 62 cachets. Il y a j'ai vérifié 4 ou 5 associations qui n'ont même pas le droit à cette CPU. Parce que qu'est-ce que c'est que la CPU? La CPU, elle est faite pour les gens qui font pas plus que 2 millions de dirhams par an, c'est-à-dire 200 millions. Il y a des cachets que j'ai vus dans cette liste, c'est des grossistes. Nous, cette CPU, c'est pour les gens, les petits commerçants de proximité, l'épicier, l'artisanat, le petit mécanicien, le petit plombier, c'est ça. Mais moi, on ne parle pas des gens qui dépassent 2 millions de dirhams. C'est ça la chose qu'il faut que les associations comprennent. C'est fait pour les petits. Et je pense qu'effectivement, une bonne campagne de sensibilisation et de communication s'impose. Et vous l'avez dit, vous l'avez annoncé, Mohamed Chahid, cela va se faire dans les prochains jours. En tout cas, je vous réitère mes remerciements, Mohamed Chahid, représentant le syndicat national des commerçants et professionnels. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV ce soir.
C'est moi qui vous remercie, la Khadija. Nous passons à présent à la seconde partie de Questions Ecouf. Et j'ai à présent l'immense plaisir d'accueillir depuis Casablanca par Skype Saad Abid, fondateur de l'association Bahri, également créateur de contenu sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il est surtout aussi le premier Marocain et Africain à décrocher le prix IVLP de la décennie pour l'innovation sociale et le changement décerné par l'organisation américaine Global Size, mandaté par le département d'État américain. Bonsoir Saad Abid, félicitations. Bonjour et merci beaucoup pour votre message, c'est très gentil de votre part. Puisque vous parlez de message justement, on va écouter un message qui vous a été adressé et puis on vous revient. J'aimerais partager avec vous mes sincères félicitations aux deux candidats sacrés lauréats de la décennie par l'organisation Global Ties US, mandatés par le département d'État pour décerner le prix IVLP de la décennie pour l'innovation sociale et le changement. Bravo à Saad Abid du Maroc et à Raisa Banfield du Panama. Bravo d'être en première ligne pour faire face à la crise climatique. Je suis reconnaissant de savoir qu'il y a des leaders prometteurs comme vous dans ce combat. Monsieur Climat, Saad Abid, Monsieur Climat de l'administration Biden vous a félicité. Alors pour vous, une consécration pour les efforts des 10 dernières années ou un fuel pour la prochaine décennie? Alors les deux, parce que c'est vrai que ça fait depuis plus de 11 ans maintenant qu'on se bat pour la protection de l'environnement, le nettoyage des plages, la sensibilisation des générations futures à la protection de l'environnement et du fuel, parce qu'à chaque fois que je vais en dehors du Maroc ou que j'assiste à que ce soit des conférences ou des événements de la sorte, je reviens avec la batterie très chargée pour faire encore plus pour mon pays. Alors, justement, batterie chargée, elle a été à la COP22. Après la COP22, Saad Abid, où en est le combat pour le climat au Maroc? Alors, pendant la COP22, tout le monde disait que la COP22 était une COP de l'action. Absolument. Parce que COP21, tout le monde a ratifié l'accord de Paris, c'était vraiment un événement historique. Et on disait que c'était la COP de l'Afrique, sachant que l'Afrique est le continent qui subit le plus le changement climatique, sachant qu'il n'en est même pas responsable. Il faut se rappeler qu'il y a 700 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité. Et donc, personnellement, en tant qu'acteur associatif, je me suis dit qu'enfin, ça y est, notre voix elle va être entendue et on va pouvoir avoir non seulement de l'aide, du soutien moral, financier pour pouvoir mettre en œuvre tous les projets qu'on a. Malheureusement, je trouve qu'il y a eu un petit effet de mode, surtout ici. Je peux vous citer juste un exemple, l'interdiction quand on a banni le plastique à usage unique. En tant que personne qui est contre le plastique, je me suis dit enfin, on va pouvoir vraiment éliminer ce fléau qui nous touche tous. Et plus le temps avançait, plus je me suis rendu compte que les petits commerçants et tout le monde s'est remis à cette pratique d'utiliser le plastique. Il n'y a pas eu un réel suivi post-COP22 pour mettre en œuvre, mettre en pratique toutes les décisions qui ont été prises. D'autres volets aussi ont été touchés par ce post-COP22, je trouve vraiment qu'il y a eu un petit effet de mode. Et j'espère que depuis que la championne du climat est partie, qu'il va y avoir quelqu'un qui va revenir et donner un bon coup de boost pour mettre en place tout ce qui a été décidé pendant la COP22. C'est vrai que sur le niveau infrastructure, il n'y a rien à dire. Nous sommes en train d'aller sur la très très bonne voie entre les centrales lourdes, l'éolien. Je sais que énormément de projets sont là en faveur de la protection de l'environnement, mais pour être concret, on ne peut pas investir sur les infrastructures tant qu'on n'a pas investi sur la mentalité. Parce qu'au final, c'est un être humain qui va faire marcher toutes ces machines. Et si lui n'est pas convaincu de l'importance de la protection de l'environnement, on n'aura aucun résultat positif. Donc, j'ai retenu cet aspect de soutien moral et financier. Pour beaucoup, l'argent de la lutte contre le changement climatique, eh bien, il serait mal dépensé. Qu'en pensez-vous, Saad Abid? Alors, je ne pourrais pas vous parler de ça parce que, à mon niveau, on n'a jamais reçu d'aide financière du gouvernement ou de l'État ou d'une province ou d'une commune, 0 dirham. Les seules aides qu'on a reçues, elles proviennent du privé, d'institutions étrangères, de fondations étrangères.
Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour nous. Maintenant, si on veut parler du point de vue général, Général, oui. énormément de subventions sont données pour le Maroc. Il y a eu après la COP 22, il y a eu un engagement de 10 milliards de dollars pour l'environnement et pour l'Afrique. Aujourd'hui, je sais que cet argent s'investit plus sur des projets d'infrastructures, des projets comme des centrales lourdes. Ce genre de projets sont très importants. Mais pour des associations à notre niveau, je pense qu'il faudrait encore plus d'aide parce que nous, on est disons comme des associations de proximité. On est en contact avec les citoyens, on parle leur langage, on essaie de les emmener vers la bonne voie. Et pour ça, c'est très simple. L'argent, c'est le nerf de la guerre pour toute association au monde. Sans argent, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais on ne peut rien faire. C'est bien dit. Vous avez parlé de proximité. Alors, je vous parle à présent de Save Casablanca. Saad Abid, quelles sont les réponses, selon vous, des réponses pragmatiques aujourd'hui aux problèmes graves, gravissimes parfois même, de la gestion locale? Alors ça, il faudrait demander aux élus locaux parce que c'est leur tâche de répondre à ces questions. Mais je pourrais vous donner mon avis en tant qu'acteur associatif qui Oui. opère depuis plus de 10 ans, par exemple, sur la plage de Ain Diab. Parlons juste de la plage. C'est vrai que quand l'été approche, on commence à avoir des articles par rapport aux gens qui occupent illégalement le territoire. On commence à avoir le manque de poubelles. Je remarque personnellement qu'en dehors de la saison estivale, il n'y a pas un travail qui est fait au niveau des poubelles, l'installation de poubelles, la collecte. Donc, je pourrais vous dire que la gestion peut mieux faire, disons, peut mieux faire. Voilà ce que je pourrais dire. Peut mieux Très faire. bien. Parlons entrepreneuriat à présent. Est-ce que vous pensez que, comme c'est le cas sous d'autres cieux, de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique, l'impact, ce concept d'impact pourrait être le nouveau moteur de l'entrepreneuriat, de la tech au Maroc? Aujourd'hui, la tech doit inclure les métiers verts, doit inclure la protection de l'environnement et il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont des idées innovatrices qui non seulement permettent de les faire vivre en tant qu'entrepreneurs sociaux, mais qui permettent aussi de créer de l'emploi et de protéger l'environnement. Je pourrais vous en nommer entre les personnes qui ont investi dans le solaire, les véhicules, les vélos solaires, le four solaire, énormément de choses qui ont été faites. Ça montre qu'il y a que la voie est là, que les jeunes ont compris le message et ont compris l'impact que va avoir ce changement climatique sur nos générations futures, sur leurs petits-enfants. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de tout simplement prendre les choses en main et de développer certaines idées. Moi, je suis très confiant par rapport à la génération future, à ces jeunes d'aujourd'hui, parce que la prise de conscience est là. Maintenant, il faut juste un soutien moral, financier, comme je vous ai dit, pour qu'on puisse vraiment mettre en pratique tous ces projets, toutes ces bonnes idées. Donc, je crois vraiment dans le futur de la tech. Et est-ce que vous croyez, bon, vous êtes confiant, est-ce que vous croyez vraiment dans le futur tout court, enfin, êtes-vous optimiste, Saad Abid, sur le fait que l'on parvienne tout simplement à éviter cette catastrophe climatique? Je suis un optimiste, a répondu Bill Gates. Est-ce que vous partagez cet optimisme pour justement galvaniser, puisque c'est le titre un peu du prix que vous avez reçu, la jeune génération problématique du climat? Alors, si on était pessimiste, on ne serait même pas là en train de parler. J'aurais un discours alarmiste en mode on va tous mourir, c'est la fin du monde. On est obligé d'être optimiste parce que par rapport à la COP 21, ce qui a été ratifié, c'est que si on dépasse d'ici à l'horizon 2050 plus de 3, 4, 5 degrés, ça va avoir des répercussions vraiment très, très graves pour la Terre. Donc, on s'est dit on va aller au-deçà de 2 degrés. Malheureusement, aujourd'hui, les scientifiques, ils sont déjà en train de dire qu'en 2030, on va être déjà à 1,5. D'un autre côté, on voit que partout dans le monde, des pays comme le Costa Rica, tout ce qui est Europe, ont investi massivement sur les énergies renouvelables. On sait que beaucoup de pays se sont engagés pour avoir le zéro net d'émissions d'ici 2050. On sait que l'agriculture, parce que c'est un gros fléau, est en train d'être revu pour en faire une agriculture durable. Le mot durable, que ce soit dans le tourisme, c'est quelque chose qui s'est imposé
à nous aujourd'hui. Et en tant qu'acteur associatif et surtout dans le volet environnemental, je me dois d'être optimiste parce que on a encore du temps devant nous pour sauver la donne. Parce que vous savez qu'on a une seule planète, même si Elon Musk il est attaché à ce qu'on quitte la Terre pour aller occuper Mars, mais on a une seule planète, on a un seul pays. Les dangers qui vont vraiment sortir de cette crise climatique vont être 10 000 fois plus graves que n'importe quel autre danger. C'est vraiment le sujet du moment. Quand on parle par exemple de migrants, quand on voit la crise avec la montée de l'extrémisme, les réfugiés climatiques, le jour où ça va vraiment se mettre en place, ça va être vraiment un gros problème parce que quand on fuit notre pays parce qu'il y a une guerre, on espère qu'un jour la paix se mette en place pour revenir dans notre pays. Mais quand on fuit notre pays parce qu'il n'existe plus, parce qu'il a été submergé par les eaux, parce qu'on ne peut plus y respirer, où est-ce qu'on va aller? Donc à un moment, l'Europe, l'Amérique doivent mettre ça en place et doivent comprendre qu'on va avoir un énorme problème, mais à une échelle planétaire. Donc, je me dois d'être optimiste et je suis sûr qu'avec tout le soutien et la mobilisation des jeunes et des futures générations, on va pouvoir aller vers la bonne voie. Maintenant, il faut juste mettre les bouchées doubles pour pouvoir respecter les engagements de la COP 21. Mais surtout avec la nouvelle administration américaine et ce retour à l'accord de Paris. Merci beaucoup, Saad Abid, d'avoir répondu à nos questions. Encore une fois, je vous félicite pour ce prix en tant qu'activiste environnemental et vous souhaite une bonne continuation dans votre combat ô combien noble. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci de nous avoir suivis. C'était Question Écho. Très bonne soirée à tous.